Bonjour, vous êtes bien sur Arménologie, l'émission qui s'intéresse aux rouages de la politique et des médias. Depuis notre dernière émission, il s'est passé encore bien des choses au Karabakh et à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En juillet, vous vous en souviendrez, le Comité international de la Croix-Rouge ainsi que Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure et de sécurité commune, avaient dénoncé le blocus et appelé à l'ouverture du corridor de la Chine. Début août, c'est au tour des Nations Unies d'appeler à l'ouverture de cette route d'accès au Karabakh. Pour les distraits, je rappelle que l'Azerbaïdjan continue de nier qu'il est en train d'affamer la population du Haut-Karabakh depuis 7 mois. Et ces dénégations, aussi absurdes soient-elles, semblent avoir longtemps suffi à instiller un doute et une crainte dans l'esprit des dirigeants européens. Un doute parce qu'il est difficile aux responsables opérant en démocratie de croire qu'il est possible de mentir de manière aussi flagrante. En démocratie, on aménage la vérité, les mensonges sont faits d'omission, de présentations tendancieuses ou imprégnées de préjugés ou d'idéologies. En dictature, par contre, comme disait Goebbels, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, le régime d'Aliyev affirme tout simplement qu'il n'y a pas de blocus. Il affirme au contraire que c'est l'Arménie qui menace l'Azerbaïdjan. Il prétend que l'Arménie contrôle encore le Karabakh et y envoie même des armes, alors que les deux territoires, en réalité, ne peuvent même pas communiquer et que le Karabakh est sous contrôle russe. Le régime d'Aliyev, toujours, prétend qu'on fait bombance en Artsakh, alors que la disette menace. Il prétend même encore parfois que l'Arménie aide la Russie dans sa guerre en Ukraine, alors que c'est bien l'Azerbaïdjan qui aide à financer cette guerre en revendant les hydrocarbures russes à l'Europe. Et j'en passe. Curieusement, les diplomates et dirigeants occidentaux n'ont toujours pas bien saisi le principe de cette rhétorique. Ils ont longtemps continué à accorder du crédit aux mensonges de Bakou. Ce retard de compréhension a paralysé leur action dans la région, et voilà pour le doute. Et puis cette rhétorique suscite aussi des craintes, parce qu'elle ne sert pas seulement à créer la confusion, elle sert aussi à intimider. Or, Bakou a une réelle capacité de nuisance dans son voisinage immédiat, et la Turquie, qui est son allié inconditionnel, comme on sait, a amplement démontré la sienne au Caucase, au Moyen-Orient et même au-delà. Que malgré cette rhétorique, le CICR et Borrell en soient venus à exprimer avec un peu plus de clarté ou un peu moins de langue de bois, qu'ils soient parvenus à s'exprimer avec un peu plus de clarté, tout cela est assez remarquable et montre que nous avons peut-être passé un seuil. Cela ne signifie évidemment pas que l'Europe est prête à passer à l'action. La suite dépendra en grande partie de la capacité de communication de l'Arménie, mais elle dépendra aussi de la capacité d'action de la diaspora, c'est-à-dire de la vôtre, chers auditeurs. À propos de diaspora, justement, où en sommes-nous? Eh bien, pour cette émission, je vous ai réservé un morceau de choix dont vous me direz des nouvelles. On va enfin parler de la France. Je sais que vous l'attendiez, ne le cachez pas. Nous avons souvent parlé à des dirigeants belges dans l'émission. Mais que peut faire toute seule la petite Belgique pour l'Arménie? Et puis nous avons parlé de l'Europe. Mais qui va faire bouger l'Europe? Nous avons parlé de la politique des Pays-Bas, où il se passe aussi des choses, mais ça ne suffit pas. C'est pour cela que nous en venons cette fois-ci à la France. C'est le gros morceau. Qui peut faire bouger l'Europe, sinon la France? Et avec qui parler de tout cela, sinon avec Tigran Yegavian? Tigran Yegavian, c'est un jeune chercheur arménien de France, un intellectuel de la jeune génération, un passionné d'arménité très demandé. Il est spécialiste, entre autres, du Caucase et du monde musulman. Il est chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R, et il est membre du comité de rédaction de la revue Conflit. Il a notamment publié Arménie à l'ombre de la montagne sacrée, Mission, Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire, Géopolitique de l'Arménie. Et enfin, il a coédité le livre noir du Haut-Karabakh. Outre les langues arméniennes, françaises et anglaises, Tigran parle aussi le turc, l'arabe et le portugais. C'est dire. Voici l'interview. Tigran Yegavian, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors nous sommes ici dans le magnifique cadre de l'Opéra de Yerevan.
Tigrane, vous êtes politologue, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Conflit, et par ailleurs, vous avez beaucoup de casquettes, très demandées, je sais, dans la diaspora en France. Vous connaissez très bien l'Arménie, la géopolitique de l'Arménie, vous connaissez aussi très bien la communauté arménienne de France, et ça tombe bien parce que c'est notre sujet. Arménologie, donc depuis des mois, s'est beaucoup intéressé à la politique en Belgique, s'est intéressé à la politique vis-à-vis de l'Arménie en Belgique, donc au niveau national belge, au niveau aussi de l'Europe. Nous avons interviewé une organisation arménienne aux Pays-Bas, parce que aux Pays-Bas, on est très actifs sur ces questions. Et voilà. Et donc, peu à peu, on s'est approché de la France, qui est quand même le cœur de l'action, le cœur de l'action vis-à-vis de l'Arménie en Europe, mais aussi de la présence arménienne en Europe. Il faut bien le reconnaître. Et en Belgique, nous, on le sent bien. Et voilà, on compte un peu sur vous pour nous aider à comprendre ce qui se passe en France. Parce que comme il y a beaucoup d'Arméniens, il se passe beaucoup de choses différentes aussi. Et on peut commencer par parler un petit peu donc de la position de la France par rapport à ce qui se passe, on va dire, depuis la guerre en Arménie, et particulièrement évidemment le blocus de l'Artsakh, toute la question de l'avenir de l'Artsakh et des Arméniens de l'Artsakh, et puis les problèmes, les négociations en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un petit peu la position de la France? Avec plaisir. Il faut savoir une chose importante, c'est qu'il y a un avant et un après 2020 dans l'action politique et diplomatique de la France par rapport à la question du conflit de l'Artsakh et plus précisément du différend arméno-azerbaïdjanais. Jusqu'en 2020, c'est-à-dire depuis la première guerre de l'Artsakh de 91-94 et la création du groupe de Minsk, auquel la France, il faut le rappeler, est coprésidente avec les États-Unis et avec la Fédération de Russie. La France avait jusqu'alors maintenu une neutralité absolue. Parce qu'en tant que coprésidente de ce groupe de médiation, elle estimait qu'elle ne pouvait pas prendre parti au risque de perdre sa crédibilité de médiatrice. Or, il faut savoir une chose, c'est que l'accord tripartite de novembre 2020 a exclu les Occidentaux, c'est-à-dire les Américains et les Français, du jeu diplomatique, puisque c'était plutôt un tandem entre la Russie et la Turquie qui a permis d'aboutir à l'accord que nous connaissons, qui est extrêmement défavorable aux Arméniens. Et en cela, la France n'est pas contente, elle n'est pas satisfaite de cette fait, entre guillemets, éjecté de cette plateforme diplomatique, puisque jusque-là, nous étions habitués au format du groupe de Minsk. Alors aujourd'hui, depuis 2020, il y a plusieurs formats. Il y a un format européen, un format américain, une plateforme russe, il y a des rencontres à Prague, à Bruxelles, etc. Mais une chose est certaine, c'est que la France a perdu un levier. Et donc on considère que le groupe de Minsk est mort. Il est moribond, il existe sur le papier. Mais est-ce que vous avez eu connaissance de rencontres à Bakou, à Stepanakert et à Erevan, des trois coprésidents? N'oubliez pas que le contexte de la guerre en Ukraine a aussi rabattu les cartes du jeu, puisque la Russie est devenue l'ennemi absolu. Et ce qui motive les États-Unis et en moindre mesure la France, eh bien, soyons clairs, c'est l'affaiblissement, le départ de la Russie de son précaré caucasien. Donc, en cela, il est plus, je crois, pertinent de parler de neutralité lorsqu'on aborde la question des relations franco-arméniennes. La question, c'est savoir comment la France peut, de ami traditionnel de l'Arménie, devenir un allié inconditionnel. Nous n'en sommes pas tout à fait là, mais une chose est certaine, c'est que depuis 2 ans, on est dans un processus de rapprochement franco-arménien significatif. En témoigne la fréquence des déplacements de hauts responsables français en Arménie, de hauts responsables arméniens en France. Le fait qu'on n'aborde pas uniquement des questions d'ordre culturel, mais aussi militaire, stratégique. C'est là un point central, puisqu'il y a une immense attente de l'Arménie par rapport à la France. Mais il y a aussi des obstacles à ce rapprochement, puisque l'Arménie est toujours membre de l'OCTS, cet équivalent russe de l'OTAN. La France n'est toujours pas officiellement pourvoyeuse de sécurité, pourvoyeuse de matériel militaire, mais une chose est certaine, la France est très inquiète pour la sécurité de l'Arménie. La France par l'intermédiaire de la nomination d'un nouvel ambassadeur, en la personne d'Olivier de Cotigny, qui est un jeune diplomate extrêmement talentueux, qui a fait ses classes en Iran, aux États-Unis, qui était l'ancien consul général à Erbil, c'est-à-dire dans la région autonome du Kurdistan irakien. Cette nomination n'est pas anodine. On assiste
à un resserrement des relations bilatérales, mais aussi à une nouvelle dimension, puisque depuis un an, nous avons un attaché militaire à l'ambassade de France en Arménie. Jusque-là, l'attaché militaire était itinérant, il était basé à Tbilissi, là nous avons nommé un attaché militaire, et il ne vous a pas échappé que lorsque le nouvel ambassadeur de France à Erevan a présenté ses lettres de créance au président de la République d'Arménie, Oui, Barakun Kachadjan, il était oui, accompagné de son attaché militaire. Et ça, d'accord. C'est un symbole. c'est un symbole, c'est plus qu'un symbole. Oui, C'est un acte de solidarité, comme le président Macron l'a rappelé, la France est aux côtés de l'Arménie. La oui. grande question, c'est que peut faire la France? Donc, alors, ce qui motive comment dire, ce changement dans la position de la France, cette plus grande mobilisation de la France depuis la guerre, c'est elle veut garder sa place dans le jeu dans le Caucase, une place qu'elle avait perdue avec l'accord du 9 novembre, si je vous ai bien compris. Donc, euh, elle est prête à aller plus loin que dans le passé maintenant. Alors, l'attaché militaire était là lors de la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur, mais est-ce que ça veut dire que des actions ont été prises dans le domaine militaire? Il est extrêmement sensible et délicat d'aborder ces sujets dans des médias, Oui, car nous avons une hystérie de la part de l'Azerbaïdjan qui est alimentée depuis des mois, même des années. Et en gros, pour vous résumer le positionnement de Bakou, la France, d'après l'Azerbaïdjan, mènerait une guerre par proxy contre l'Azerbaïdjan via les Arméniens. C'est le discours qu'on entend à Bakou, c'est que la relation franco-azerbaïdjanaise est aussi très dégradée et il y a un oui, climat d'hystérie anti-française alimenté par les faiseurs d'opinion azerbaïdjanais à l'encontre du président Macron et de la France en général, que la France serait complètement téléguidée par le lobby arménien. La vérité, c'est que la France n'a pas énormément d'intérêt dans la région. Certes, elle était un partenaire économique important de l'Azerbaïdjan, oui, notamment sous la présidence de François Hollande, où elle lui a vendu du matériel d'observation satellitaire qui s'est avéré être hostile aux positions arméniennes. Donc il y oui, a vraiment un contresens absolu, parce que le président Hollande était très ami, très proche de la communauté arménienne, et plus précisément de la Fédération révolutionnaire arménienne d'Achnak Souchoun, oui, le parti socialiste arménien. Mais à côté de ça, on a vendu quand même des satellites soi-disant civils, enfin civils, oui, mais à quel usage aux oui, Azerbaïdjanais. Il y avait certainement des échanges importants, puisque la France se procurait en quantité modeste, certes, des hydrocarbures. Il y a un commerce bilatéral important avec l'Azerbaïdjan, et le commerce bilatéral franco-arménien, il est encore très modeste, parce oui. qu'on est en dessous des 100 millions d'euros. Je crois Alors, qu'on est entre 80 et 100 millions alors, d'euros. quels sont les intérêts de la France en Arménie? La Qu'est-ce qui France pousse voit la France? l'Arménie comme une plateforme Est-Ouest. Elle voit l'Arménie comme une voie de passage cruciale eurasiatique. Elle voit l'Arménie aussi comme une plateforme d'un dialogue franco-iranien qui n'existe pas encore, mais comme un balcon sur l'Iran. Elle voit l'Arménie comme un élément essentiel dans la préservation d'un écosystème menacé. Donc on veut parler des civilisations chrétiennes d'Orient, etc. Mais la France comprend qu'il y a un agresseur et un agressé. Oui, Et ça, c'est quelque chose de très significatif, parce que même le pape François, qui est quand même ami des Arméniens, ne l'a pas dit. Mais ça, Macron l'a dit. Il a nommé l'agresseur un agressé. Il n'a pas oui. parlé d'une guerre comme on peut en avoir, comme on peut avoir des conflits dans les Balkans ou en Afrique, etc. Et non, là, il y a vraiment un pays qui est agressé par Mais on un s'en autre souvient pays bien, il l'a dit en à septembre peine une 2020. semaine après le début de la guerre. Absolument. Oui, Mais encore, toujours est-il que la position de la France est encore à définir, puisque nous sommes maintenant dans une sorte de zone hybride où la feuille de route consiste à soutenir l'intégrité territoriale de l'Arménie, mais avec des moyens extrêmement limités, puisque tout ce que le président Macron a pu obtenir, c'est de ses partenaires européens. oui, C'est l'envoi d'une mission d'observation civile déployée le long de la frontière avec le drapeau de l'Union européenne qui défend l'Arménie avec des jumelles et des blocs-notes. oui. Plus aussi le déploiement de plusieurs dizaines d'officiers, de gendarmes qui sont en Arménie. Alors c'est quelque chose qui est quand même pas anodin. Bien sûr, on est très loin du soutien qu'on accorde à l'Ukraine, mais c'est suffisant pour attiser la colère des Azerbaïdjanais et des Russes, puisque les Russes voient d'un très mauvais œil cette présence française dans une région qu'ils considèrent comme leur précarité. Française et européenne, on va dire. Française et Oui, européenne, mais on sent très bien que la locomotive, c'est la France. C'est-à-dire que le problème, ce que dit Macron aux défenseurs de la cause arménienne, c'est que lui, il se heurte à une difficulté, c'est de ramener des partenaires européens autour d'une action commune et concertée oui. pour la défense de l'intégrité territoriale de l'Arménie. On ne parle pas de l'Arsar, là, on parle Mais vraiment alors, de l'Arménie. donc, vous êtes passé à l'Europe et je vous en remercie.
Donc vous confirmez que la France a eu un rôle moteur, De initiateur, locomotive. dans la mise en place de Bien sûr, l'EUMA. bien sûr, Oui, c'est passé en octobre à Prague lors de la réunion de le premier sommet de la communauté politique européenne qui a été initié à la fois par Emmanuel Macron mais aussi par l'ancien président du Conseil d'Italie, l'État. oui, Et c'était effectivement la première fois qu'on avait dans la même enceinte dirigeants de la Turquie, l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, et Macron a tordu littéralement le cou à ses partenaires européens pour dire il faut faire quelque chose. On était dans la foulée de cette attaque, de cette offensive militaire de grande échelle oui, contre le territoire souverain de l'Arménie, le goulot d'étranglement du Sunni, qui est vraiment un verrou ultra stratégique qui empêche la jonction pan-turquiste. oui. Et oui, c'est ce que Macron a pu obtenir de ses partenaires, mais malheureusement, on est encore très loin d'un soutien militaire massif qui permette à l'Arménie d'assurer l'inviolabilité de son territoire souverain. Mais il a pu, je ne sais pas si c'est Macron qui a eu cette idée, le directeur de l'EUMA est un Allemand. Donc on a su impliquer, j'ai l'impression que Macron fait des efforts pour impliquer Oui, l'Allemagne oui, il fait dans des son... efforts, mais les Allemands sont contraints par leur penchant turcophile, par le lobby extrêmement puissant exercé par la Turquie sur l'Allemagne, et ça c'est un handicap. Alors le président Macron le rappelle souvent, ses rencontres avec ses interlocuteurs arméniens ou arménophiles, qu'ils se sont un peu isolés au niveau européen. Parce que si on met de côté la France, qu'est-ce qui reste sur la carte? Vous avez la Grèce, vous avez Chypre, qui sont dans une logique tout à fait cohérente de barrage contre le panturquisme. Et puis vous avez peut-être La Grèce et Chypre qui soutiennent qui Macron au soutiennent, Conseil de oui, l'Union enfin européenne? qui sont en phase avec ce discours qu'il faut protéger l'Arménie. Mais après, il faut convaincre l'Espagne. Je suis pas sûr que c'est évident. La Pologne, d'autres poids moyens ou des poids lourds de l'Union européenne. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Vous savez que quand vous comprenez que un pays comme l'Italie a une dépendance accrue aux hydrocarbures azerbaïdjanaises, eh ben, on est en mesure de se poser les bonnes questions qui motivent les choix de ses partenaires cruciaux de la France. Donc la France est isolée. La France demande des relais. Elle Oui, demande aussi aux opinions publiques françaises et européennes de se mobiliser davantage sur la question du blocus, sur la question de la sécurité de l'Arménie, le blocus de l'Artsakh. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'agenda clair sur un déplacement prochain du président Macron dans le Sunnique. C'est une proposition qui a été émise par Jean-Christophe Buisson, rédacteur adjoint de la rédaction du oui. Figaro Magazine, lors de sa rencontre avec plusieurs intellectuels français à l'Elysée. On attend que Macron vienne dans le sud, qu'il vienne à Goris, qu'il vienne même jusqu'aux portes de ce corridor avec un convoi humanitaire. Oui, Parce que vous imaginez des soldats azerbaïdjanais tirer sur un convoi présidentiel. Donc c'est ce qu'on attend, un geste fort. J'ai un souvenir en tête, en 1992, si je ne m'abuse, Bernard-Henri Lévy, intellectuel médiatique, avait obtenu du président Mitterrand un déplacement à Sarajevo, assiégé par les forces serbes. oui, Et effectivement, l'hélicoptère de Mitterrand s'était posé à Sarajevo. Ça n'a pas débouché sur un règlement politique, mais ça a permis au convoi humanitaire de passer. oui. Ça, c'est important. Et nous, on est je ne sais pas quand est-ce que vous mettrez en ligne ce podcast, mais nous sommes dans une conjoncture actuellement extrêmement dramatique. Question de vie ou de mort qui se pose. Le temps qui passe n'est pas en la faveur des Arméniens de l'Artsakh, des Oui. Artsakiotes. Effectivement, nous attendons de la France, en tout cas, je parle au nom de la communauté arménienne et des soutiens de l'Arménie, un geste, une action d'envergure politique et pas uniquement humanitaire. Et effectivement, je doute fort que malheureusement Macron soit en mesure de faire ce déplacement parce que la situation, le contexte ne se prête pas forcément dans ces Oui. intérêts. C'est une question Donc, très délicate. je retiens que la France a besoin de relais ailleurs en Europe et que son action n'est pas seulement symbolique, que la France avance sur des actions concrètes. Oui, alors ce Euh, qu'elle peut faire, pardon de vous interrompre Nicolas, mais ce qu'elle peut faire concrètement, c'est déjà former des officiers arméniens. C'est quelque chose qui n'est pas à exclure, on peut très bien le faire. C'est livrer du matériel non létal, c'est faire des formations. Vous avez des gendarmes là, qui forment les gens au premier secours. Parce que l'armée arménienne aussi, elle accuse un certain retard en termes de formation. L'armée arménienne a des vrais problèmes logistiques, même si elle essaie de se réorganiser. La principale vulnérabilité de cette armée, c'est l'autonomie du commandement inférieur, c'est-à-dire l'autonomie décisionnelle qui oui, retarde. C'est la coordination interarmes entre, par exemple, l'artillerie, les blindés, l'infanterie, etc. Donc la France peut apporter vraiment une valeur ajoutée. oui, Parce que c'est très bien d'avoir des armes, il faut d'abord, un, s'en servir, et deux, être
être rodé aux techniques modernes de la guerre. Donc le Tout à fait. commandement arménien est encore très marqué par le soviétisme, et c'est pas forcément un défaut, loin de là, mais la France peut apporter aussi une expertise. La question de savoir quel sera le timing, parce que ça prend du temps, une armée de se reconstituer. Mais il y a effectivement le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, est extrêmement au fait du dossier arménien. C'est quelque chose qui prend très au sérieux. Oui, Donc on est vraiment, moi-même je donne des cours à l'école militaire, et je vois auprès de mes élèves officiers qu'il y a un intérêt croissant pour l'Arménie, d'accord. et ils sont tout à fait au fait que on ne peut pas laisser l'Arménie tout seul, quoi, face au tandem russo-turc, j'allais dire. Alors, je voudrais passer au rôle de la communauté arménienne dans tout ça. Il y a en France, tout le monde le sait, une communauté arménienne très importante, avec une présence aussi sensible dans le paysage social, mais dans le paysage politique aussi français. Je voudrais que vous nous aidiez à comprendre le rôle qu'a joué la communauté arménienne, aussi bien par sa présence que par son action. Donc, on connaît le CCF, qui est l'organisation centrale de la communauté arménienne en France, qui fonctionne sur le principe d'une coordination des associations, d'une coalition d'associations, on va dire d'une représentation commune. Alors parlez-nous du rôle du CCF, d'autres organisations et de la manière dont ils ont obtenu cette mobilisation du gouvernement. Toujours est-il qu'à l'échelle de la diaspora, la communauté arménienne de France est la plus politisée de la diaspora. C'est son point fort. À l'échelle de la diaspora, la communauté arménienne est des plus fragmentées de la diaspora, c'est son point faible. Fragmentée dans quel sens? Fragmentée sociologiquement, économiquement un peu moins, mais sociologiquement elle est, parce que vous avez plusieurs strates. Vous avez le noyau dur composé par les primo-arrivants fuyant le génocide, enfin rescapés du génocide de 1915, donc anatoliens, avec un faible bagage culturel. Puis une nouvelle vague d'arrivées dans les années 70-80 originaires du Moyen-Orient, fuyant les crises du Moyen-Orient, Syrie, Liban, Istanbul, pour ne pas les citer. Et puis les derniers arrivants d'Arménie indépendante, qui eux ne constituent pas une diaspora au sens classique du terme, car ils n'ont pas le même rapport à l'identité et à la mémoire, mais je dirais plus une communauté transnationale qui est centrée autour de l'idée qu'il y a un État qui s'appelle l'Arménie. Et le rapport qu'ont les Arméniens de France, issus de l'Empire ottoman à l'Arménie, comme vous pouvez tout à fait le comprendre, Oui. n'a rien à voir avec celui des Arméniens qui ont une attache familiale concrète avec le pays où nous sommes, avec Erevan. Donc ça, c'est une source de faiblesse, car on n'avait pas de structure communautaire en France, même l'UGAP, je crois, qui soit capable de fédérer ces clivages et qui soit capable aussi d'apporter une vision. Donc le point faible, c'est que même si nous avons le CCAF qui est quand même un produit abouti de coordination unitaire, c'est très très important, c'est que c'est le fruit de longues années de labeur, de travail, de négociation pour permettre que la communauté puisse avoir des représentants légitimes auprès des pouvoirs publics français. Oui. Que le président de la République ou des ministres de la République se déplacent au dîner annuel du CCAF, que nous ayons des vrais relais institutionnels, une vraie relation de travail avec tous les échelons de la politique française, à commencer par bien sûr l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est globalement acquise à la question arménienne. Ça, c'est un fait. Mais le point faible, c'est qu'il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de feuille de route et il n'y a pas de vision de ce que doit être 1. La relation avec l'Arménie, 2. Le rôle de la France vis-à-vis de l'Arménie, 3. Le rôle de la communauté arménienne de France vis-à-vis aussi de la France, parce que la France est un pays extrêmement fracturé. La France est un pays qui traverse une large zone de turbulence. Nous avons des crises importantes, une crise sociale, une crise civilisationnelle, avec les gilets jaunes et maintenant les émeutes. Plus, donc c'est un pays qui est ingouvernable. Vous avez une vraie fracture identitaire, des vraies tensions. Les Arméniens de France, ils sont utiles, ils sont précieux parce qu'ils sont un ciment fédérateur dans la communauté nationale française. Car les Arméniens de France ou les Français d'origine arménienne sont non seulement intégrés, mais ils sont même plus royalistes que le roi, je dirais. Car ils sont dans une logique républicaine, patriote, sans la moindre ambiguïté. Sans la moindre ambiguïté. Il n'y a jamais la question d'une double allégeance, fidèle au discours d'Aznavour, 100% français, 100% arménien. Et cela fait sens, et on le voit très bien. La panthéonisation de Missak Manouchian se veut un exemple symbolique fort. Mais vous avez des relais de sympathie naturelle dans la société française. On l'a vu pendant la guerre des 44 jours, combien même il y avait une certaine indifférence, mais quand même, à l'échelon politique, à l'échelon de la culture, vous avez une arménophilie déjà acquise. Et ça, c'est l'atout, non seulement du CCAF, mais des acteurs d'origine arménienne qui sont dans le monde culturel, dans le monde des affaires, dans le monde économique, qui sont un tissu précieux pour consolider cette relation. Alors votre question c'était, là j'ai perdu le fil.
La question c'était donc comment Ouais. ces structures de la diaspora arménienne en France ont obtenu une mobilisation au niveau politique Alors, ou comment le font-ils aujourd'hui? oui, alors, dans les années 90-2000, il y a eu tout ce combat pour la reconnaissance du génocide. Ça a commencé par le bas. Ça a commencé à l'échelon municipal. Et le noyau dur du combat arménien, c'est pas Paris, c'est la région Rhône-Alpes. Donc c'est autour des agglomérations de Lyon, autour de Valence, qu'il y a eu des relais politiques. Marseille aussi? Oui, mais Marseille, c'est un peu plus radical. Je dirais à l'élection politique. Il y a un noyau dur de la cause arménienne. Je crois que Lyon est historiquement la capitale de la cause arménienne en Ah oui. France. Avec la rédaction de France Arménie, avec des figures historiques qui nous ont quittés comme Jules Mardy-Rossian, Oui. qui était l'ancien président de la Maison de la Culture arménienne de Dessine, mais qui ont joué un rôle important au sein du comité de défense de la cause arménienne. Il y avait des relais, vous avez Arak Grigorian, mais lui est à Paris, vous avez Vahe Moradian, l'ancien adjoint à la mairie de Lyon, Georges Kepenekian, l'ancien maire de Lyon. Tous ces gens-là sont des figures importantes qui ont marqué une génération du combat arménien en France dans les années 70, politiquement. Après, dans les années 80, ils ont réussi à gagner des soutiens au niveau européen grâce aux relais aux parlementaires européens qui sont allés solliciter un par un. Et ça a été une tâche extrêmement ardue. Moi, j'ai des témoignages d'amis qui me racontaient comment on leur frappait, comment on leur claquait la porte au nez, ou l'indifférence de Simone Veil, qui était vraiment très, très douloureuse pour une rescapée de la Shoah. Après, elle a fait son chemin, certes, mais c'était extrêmement difficile. Là, moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu ça. Moi, ma génération, elle a grandi avec cette idée que le 24 avril est un acquis, est une manifestation dans laquelle les pouvoirs publics, les décideurs viennent Tout rendre naturellement hommage, viennent aux naturellement hommage commémorations. Oui. à la mémoire des victimes du génocide. Ce qui n'était absolument pas le cas pour ma génération de mes parents, Oui. qui me rappelaient, qui me racontaient par exemple que des manifestations de 24 avril étaient interdites. Ou quand même les CRS, la police rentraient dans les églises pour disperser les fidèles qui assistaient. Regardez le film de Robert Guédiguian, Une histoire de fou, il y a des images extrêmement fortes qui racontaient comment les manifestations à Marseille étaient dispersées au sein même de l'église, un endroit vraiment, du Prado, qui est un endroit quand même très sain. Donc c'est important d'avoir ça en tête, hein, quand on parle de Oui, de se souvenir que la situation actuelle est le résultat d'un combat. Je pense ce qui se passe en Belgique notamment. J'ai été à Bruxelles, j'avais modéré une conférence au Parlement belge sur la question arménienne et je me suis rendu compte à quel point nos amis belges accusaient un certain retard entre guillemets dans la mobilisation militante. Et de mémoire, il n'y avait qu'un seul député belge présent. C'était quand ça? C'était en 2016, si je ne m'abuse, ou 17. Donc on avait le président du musée de la Shoah, qui est un soutien convaincu Oui. la question arménienne, qui était là au nom de la solidarité des ébranlés. Oui. Mais de mémoire, il n'y avait pratiquement pas de parlementaire belge, il n'y avait qu'un seul député belge que vous connaissez sûrement, dont le nom m'échappe, mais que vous avez déjà... Voilà, exactement, qui était là. C'était le seul. C'était le seul. Alors qu'en France, maintenant, on réunit tous les spectres, donc de la gauche à la droite, nous avons surtout maintenant de droite. La situation a beaucoup changé. On en a parlé sur Arménologie. Maintenant, elle s'est droitisée. Non, en Belgique, la situation a beaucoup changé. Maintenant, c'est un consensus et tous les 9 décembre, on commémore les génocides reconnus par la Belgique. Rwanda. Et donc, un représentant de la communauté arménienne vient faire un discours. Oui, Rwanda, bien sûr. Holocauste. Je crois qu'on y inclut maintenant aussi donc les Araméens, les Assyriens, les Grecs du Pont. Enfin, c'est assez large. Mais l'idée, c'est de savoir qu'on vient de très loin. Oui. Mais l'enjeu maintenant qui se pose, c'est que depuis 2 ans, les commémorations du génocide arménien sont inscrites au calendrier officiel des commémorations de la République. C'est que d'un côté, il y a une reconnaissance, de l'autre, il y a une sorte d'inertie, voire pire, une tendance à s'endormir sur nos lauriers, puisque le 24 avril a perdu sa dimension de revendication. Elle est devenue juste une commémoration. Oui. Alors que dans les années 90, il y avait une dimension de revendication. On revendiquait à la fois la reconnaissance, donc la dignité, le respect à la dignité des morts, mais aussi les réparations. Et je ne vois plus à quelques exceptions près, je ne vois plus ce côté revendicatif de demande de réparation. Réparation matérielle, réparation morale, réparation territoriale. Oui, cela dit, il y a d'autres urgences maintenant par rapport aux réparations ou la reconnaissance du génocide, puisqu'on a cette situation terrible et dangereuse, dramatique ici dans la région, puisque nous sommes à Yerevan. Et donc l'action du CCAF ou d'autres organisations arméniennes par rapport à cette question. L'action du lobbying du CCAF, malheureusement, est réduite à sa portion congrue, car je remarque un déficit de ressources humaines disponibles dans un cadre professionnalisant. C'est-à-dire que ce sont des militants historiques qui sont bénévoles,
qui ne sont pas rémunérés pour faire du lobbying comme on peut le voir aux États-Unis ou même en Belgique. Et ça, c'est un vrai handicap. Ça veut dire qu'on fait avec ce qu'on a, c'est un bricolage institutionnel dans lequel les militants n'ont pas le loisir de travailler de façon professionnelle. Oui. Un Mais exemple très concret, vous regardez le compte Twitter du CCAF, c'est pas un compte Twitter digne de ce nom. Pareil sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un handicap. et pourtant, la France est le pays en Europe qui défend le plus les Arméniens. Alors expliquez-nous ce paradoxe. C'est pas vraiment un paradoxe, c'est surtout une histoire d'amour. C'est une histoire humaine. C'est le fait que vous avez quand même une société française d'origine arménienne qui est parfaitement assimilée, intégrée, et qui est représentée à tous les échelons et qui vraiment. Donc c'est une influence organique. Donc c'est une en quelque influence, sorte, on va dire. Mais à côté de ça, c'est sûr qu'il y a les acquis du CCAF. Mais le CCAF, malheureusement, a un potentiel qui est très très inexploité et qui s'explique aussi par la vétusté de ses structures. Qui s'explique par l'inertie de ses dirigeants, qui s'explique par l'absence d'agenda et de vision, et qui est aujourd'hui malheureusement en train de payer le prix de cette inertie. Puisque vous avez à la marge du CCAF et en dehors du CCAF des groupuscules, des structures qui essaient de prendre sa place ou qui essaient d'endosser un rôle de représentativité de la communauté arménienne qu'ils n'ont pas. Puisqu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils représentent quand même. Mais qui agissent au niveau politique. Et qui agissent au niveau politique à des échelons, on va dire, très inférieurs. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer un député ou qu'ils vont essayer de se prendre en photo alors qu'ils n'ont pas été invités dans des cérémonies. Bon, ça c'est de la cuisine. Oui. Mais ça porte un coup à la légitimité du CCAF. Oui. Et le CCAF est en train de payer, pour le coup, son inertie. Oui. Et qui permettent, si vous voulez, qui donnent aussi le loisir à ces acteurs marginaux d'établir des relations parallèles avec la République d'Arménie, avec les instances officielles de la République d'Arménie, notamment le Haut-Commissaire aux affaires de la diaspora, ce qui aussi cause un tort à la légitimité du CF, qui paye à la fois son inertie, son absence de politique, de vision, de stratégie inclusive, combien même on peut avoir des différends très profonds avec l'action de ce gouvernement arménien, notamment sur le dossier de l'Artsakh ou des relations avec la Turquie. Et c'est tout à fait compréhensible parce qu'on parle d'un point de vue diasporique, c'est-à-dire un point de vue irresponsable. Parce que qui dit diaspora dit irresponsabilité politique, puisque nous ne sommes pas des citoyens de la République d'Arménie, nous n'avons pas voix au chapitre et nous ne vivons pas en Arménie, donc nous ne subissons pas les coups de la politique arménienne. Nous sommes des ressortissants français avec une fibre arménienne, avec une passion pour la cause arménienne et pour la justice et les réparations, c'est tout autre chose. C'est pas le même paradigme. C'est le paradigme de la nation arménienne. Toute l'ambiguïté de la diaspora. C'est le gros problème. Et la question, c'est comment faire un État-nation en incluant toutes les ressources humaines. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ce que je retiens, c'est que le CCAF accuse une génération de retard et qu'aujourd'hui, le vieillissement de ces structures, il est palpable. Et l'absence de renouvellement, l'absence de relève aussi, même si vous avez une jeune génération qui monte au créneau, est palpable. Parce que cette génération-là n'est pas armée, ni politiquement, intellectuellement, mais encore plus, je veux dire, significative, c'est que cette génération n'a pas la légitimité militante des dirigeants du CCAF actuel. C'est-à-dire que la coprésidence du CCAF... Oui, mais le passage des générations pose toujours ce problème. Quand une personne expérimentée cède la place pour une nouvelle, pour un poste de responsabilité dans la communauté, forcément, on perd en expérience. C'est évident. Mais là, vous avez un fossé assez abyssal, car, encore une fois, la légitimité des coprésidents du CCAF, c'était leur militantisme. Un militantisme avéré depuis les années 75-85, la lutte armée, les grands combats pour la reconnaissance. Or, là, nous vivons une génération de rentiers. De rentiers de la mémoire, rentier du travail qui a été accompli par nos aînés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire de ces rentiers des stratèges. Comment faire de ces rentiers des bâtisseurs. Et moi, je peux me tromper, hein. Et je suis sûr que mon propos devrait être nuancé. Mais c'est un motif d'inquiétude. Je pense que ça mérite d'être souligné. Et je pense qu'on a ce problème un peu partout. C'est-à-dire qu'on vit sur un acquis, ou une communauté peut avoir tendance à vivre sur un acquis, devenir, comme vous le dites, des rentiers, et oublier de penser à l'avenir, ou oublier de penser qu'il s'agit aussi de problèmes concrets. Voilà. Mais alors, justement, à ma question, comment est-ce que la France a obtenu malgré tout les défauts de ses organisations, les résultats qu'elle a obtenus? Vous avez parlé d'une présence culturelle, d'une présence sociale. Les Arméniens sont en France, sont très bien intégrés. Mais il y a quand même l'action, sinon d'organisation, au moins d'individus. On a parlé tout à l'heure de Patrick Buisson. Elle est fondamentale. C'est une action, un travail de fourmi mené à tous les échelons, c'est-à-dire aux échelons municipaux, aux parlementaires et à l'exécutif, au gouvernement. C'est un travail de fourmi qui a été mené par des militants, un travail qui peine
par son absence de coordination efficace. Oui. Et un des exemples les plus flagrants, c'est comment on a géré la guerre de 2020. La guerre de 44 jours. Alors, comment est-ce qu'on l'a géré en France? Ça a été de façon un peu erratique, parce que chacun, avec son propre réseau, essayait de pousser, de lancer des messages, de travailler les dirigeants, les faiseurs d'opinion, mais ça s'est fait de façon complètement désorganisée. Oui. Ce qu'a fait le CCF, surtout, c'est un travail de lobbying au niveau de l'opinion publique, en écrivant et en faisant écrire, signer des tribunes. Des tribunes dans des journaux de grand tirage. Et on a réussi à se faire entendre alors? Je dirais que c'est limité. Je dirais que c'est limité parce que vous aviez les élections américaines, vous aviez la Covid, la pandémie. Non, on ne peut pas dire que ça a été complètement abouti. Ils ont fait quelque chose, mais encore une fois, ils ont accusé un manque, une impréparation totale, un manque de prospective sur ce scénario-là. Ce scénario-là était possible, mais on n'était pas préparé à ce scénario. Mais il y avait eu pendant la guerre, par exemple, une réunion entre Macron et des représentants de la communauté en France. Cette réunion-là a eu pour objectif de réfléchir à une action humanitaire. D'accord. La France a envoyé du fret, oui. Une aide humanitaire. Oui. Mais là où on aurait été plus efficace, ça aurait été... Ce qui était important, c'est de profiter de cette séquence lorsque Macron a fait cette déclaration pour pousser davantage la France à intervenir militairement, en tout cas diplomatiquement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour empêcher ce nettoyage ethnique, pour empêcher ce scénario du pire. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de critiquer le CSAF ou d'attaquer à boulet rouge ses dirigeants, mais de souligner l'impréparation de tous les cas de la communauté arménienne qui n'étaient même pas en mesure de faire de la pédagogie, parce que nous avons manqué de pédagogie pour expliquer la complexité, parce que c'est un conflit extrêmement complexe, entendons-nous bien. Ce n'est pas seulement une histoire d'intégrité territoriale versus autodétermination. La question de l'Alsace, elle est compliquée. Et je pense que, en tout cas personnellement, moi, ce que j'en retiens, c'est que nous avons manqué de cadres capables de porter un discours qui parle aux Français, qui explique pourquoi ça concerne aussi l'Occident, ce qui se passe, et comment le dire. Nous avons aussi manqué d'avoir une vraie coordination, une vraie relation avec l'Arménie, via ses représentations diplomatiques, via son ministère des Affaires étrangères ou même le Haut Commissariat de la Diaspora, pour coordonner nos actions. Il y a eu des tentatives, il y a eu des rencontres, mais je n'ai pas vu une ébauche d'un travail collectif. C'était plus un échange d'impressions. Nous avons assisté à une réunion, je crois que vous étiez même présent, Nicolas, avec le Haut Commissaire à la Diaspora, avec le bureau du Haut Commissaire à la Diaspora, bien sûr, où chacun a échangé ses points de vue, a expliqué un peu ses difficultés. Mais nous n'avons pas entendu des rêves d'un message. Nous n'avons pas entendu un message. Voilà. Et je crois que ça aussi, malheureusement, c'est un fait qu'il faut souligner. C'est que cette relation-là, elle n'est pas aussi stratégique. On a laissé les acteurs se débrouiller avec leurs propres moyens, leurs propres réseaux, leurs propres initiatives. Et pour le coup, nous avons été relativement, on va dire, pas médiocres, mais on a été assez faibles sur ce plan-là. Eh bien, cette interview se termine doucement. Je retiens surtout du point de vue un petit peu européen, vu de Belgique. Donc, vous avez souligné les défauts, voilà, ce qui reste encore à faire en France, et en particulier un manque de stratégie. Vous avez parlé aussi du fait que le gouvernement arménien lui-même manque de stratégie et de coordination avec les organisations de la diaspora arménienne. Malgré ça, le fait que la France reste plus que jamais la meilleure amie de l'Arménie en Europe, et qu'elle a besoin d'alliés en Europe pour aller plus loin. Que donc on doit faire notre travail. Nous en Belgique, on fait de notre mieux, et dans les autres pays européens. Alors moi je pense que oui, ça va être compliqué d'avoir la même relation qu'on a avec l'Allemagne pour les raisons que vous savez, la présence d'une communauté turque extrêmement forte et organisée, structurée et disciplinée. Mais vous avez des pays qui peuvent compter, qui ne sont pas forcément dans l'UE, mais je pense à la Confédération helvétique, à la Suisse, où il y a des relais d'opinion intéressants. Vous avez d'autres pays, bon, bien sûr la Grèce, Chypre, l'Espagne, le Portugal aussi. Maintenant, nous avons une nouvelle structure de lobbying arménienne au Portugal, l'association d'amitié Arménie et Portugal, qui fonctionne plutôt bien, avec Vaim Mkhitaryan, une vieille connaissance d'ailleurs, de l'époque où je vivais au Portugal, qui est tout à fait capable et extrêmement prometteuse. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont aussi les relais dans les opinions publiques. Et ce que ce conflit a montré, c'est que nous avons maintenant un regain d'intérêt pour la question arménienne de la part des communautés chrétiennes, catholiques ou même protestantes, des ONG comme l'Œuvre d'Orient, qui a ouvert des antennes en Belgique, en Suisse,
en Espagne, et qui fait du lobbying maintenant, qui commence à porter ce message. Alors pourquoi je vous parle de l'œuf d'Orient? Parce que l'œuf d'Orient, c'est un acteur institutionnel très ancien en France depuis le 19e siècle, depuis 1853, Oui, depuis la guerre de Crimée, et qui n'est pas dans une approche confessionnelle, combien même si c'est une organisation, une ONG catholique, mais qui n'est oui. pas dans une approche confessionnelle ou dans un narratif de guerre de civilisation, contrairement à d'autres organisations plutôt marquées à l'extrême droite, Mais qui, à l'origine, est une organisation humanitaire et culturelle. et qui soutient les réseaux O- d'écoles Oui, chrétiennes françaises en Orient. Donc ça, c'est important. Ce sont des relais d'influence, aussi des forces, des ressources humaines disponibles qui vont en appui au lobby arménien. Il faut oui. tenir compte d'eux. Et puis bien sûr, bon, intellectuellement aussi, il faut qu'on s'arme plus. Nous devons profiter de la fait qu'en France, vous avez des traditions d'intellectuels qui portent cette question sur le débat public. Il n'y a pas que Jean-Christophe et Sylvain Tesson, vous avez d'autres intellectuels aussi qui sont motivés pour aider l'Arménie. Mais alors le travers, c'est d'éviter une droitisation de la question arménienne qui soit portée exclusivement par des gens de droite, alors qu'à la base, la question arménienne, la cause arménienne, c'est une question humaniste, transpartisane, qui même était portée par des figures plutôt à gauche au XIXe siècle, avec les Jaurès, les Clémenceau, les Anatole France, bon, Péguy, qui était aussi une tradition socialiste, Oui. et qui défendait donc les Arméniens au nom de cet humanisme-là. Donc moi, je pense que c'est important de construire un nouveau narratif au niveau français, au niveau francophone. L'OIF aussi vient en appui à ça. L'Arménie est membre de l'OIF. L'Arménie a accueilli en grande pompe un sommet du L'OIF, chef c'est la d'État en 2018, francophonie. Oui, l'Organisation internationale de la francophonie, autour du slogan du vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble-là doit être d'avoir une dimension stratégique, parce que on parle de vivre ensemble, jamais on a été aussi menacé dans cet écosystème fragile qui est le Caucase du Sud et le Moyen-Orient de façon plus oui, générale. Eh bien, vous avez aussi de l'exception culturelle. L'Arménie, la culture arménienne, fait partie de la culture monde. Les Arméniens sont, comme le rappelle le géohistorien Michel Bruno, un des rares peuples monde de la longue durée, avec les Grecs, avec les Juifs, les Chinois et les Indiens. oui. Eh bien, ce peuple monde de la longue durée, il est menacé dans son existence. Je pense qu'en tant que membre de la francophonie, l'Arménie doit exploiter cette carte de l'exception culturelle et pas seulement de la religion chrétienne ou de la civilisation chrétienne, afin d'engranger des soutiens dans d'autres pays de la francophonie, Oui, afin que la francophonie s'intéresse à ce patrimoine matériel et immatériel de l'humanité, que ce soit les monastères de l'Alsar qui sont menacés d'un ethnocide, comme l'a prouvé chaque territoire qui sont tombés aux mains des oui, oui, Azerbaïdjanais, on qui le étaient sait. Oui, systématiquement rasés. Du coup, il faut associer d'autres acteurs, des Libanais, des Égyptiens. Nous avons une importante communauté yézidi en Arménie, c'est important, il faut en parler aussi du patrimoine yézidi d'Arménie. Nous avons une petite communauté assyrienne pluricentenaire, c'est important, il faut en parler, même s'ils ne sont pas très nombreux. On est très fiers d'avoir ces minorités en Arménie. Eh bien voilà, ça doit faire partie de l'agenda. Tigrane, merci infiniment. Je crois qu'on a beaucoup avancé Merci Nicolas pour votre aujourd'hui invitation. avec cette émission. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. Merci, au revoir Nicolas. Voilà, c'est la fin de cette émission et je vous remercie de l'avoir écoutée. Nous allons continuer à la rentrée notre exploration de l'action politique arménienne dans les différents pays d'Europe. Restez donc à l'écoute de Belgaraï et rendez-vous très bientôt sur Arménologie.